Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro de votre page invitée, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la situation au Togo. Crise politique, quel espoir pour le retour d'une paix profonde. Et pour en parler, nous recevons Savi Max Carmel, il est journaliste. Bonjour Savi Max Carmel. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Moi aussi, énormément de plaisir. Alors, vous êtes journaliste, vous enseignez le journalisme également, et vous avez un regard sur ce qui se passe dans la plupart de nos pays africains, y compris le Togo, qui d'ailleurs fait parler de lui de plus en plus, depuis 2 mois pratiquement. Alors, le torchon brûle très fort entre opposition et pouvoir au Togo. Cela fait plus de 10 ans maintenant que l'opposition réclame bien une modification de la constitution au Togo et surtout la limitation du nombre de mandats à la tête du pays. Alors, c'est quoi votre lecture déjà de la situation? D'abord, je pense qu'il faut placer un décor clair. François Mencimbé a été président de la République, élu dans des élections contestées, parce que massivement frauduleuses. Il a reconnu même dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique en 2005. Et il fait suite à son père, qui était un dictateur 7 étoiles, Yansingbe Adema, qui règne sur le pays pendant 40 ans d'une main de fer, qui ne partage rien, qui muselle l'opposition, qui s'attaque à la presse, qui dissout la démocratie et qui abolit l'état de droit. Donc on est dans une situation de calamité sociale inadmissible, jonchée à une crise menée par, quoi qu'on dise, un système assez sauvage, bien intelligent, mis en pied et soutenu par l'armée togolaise, qui est une armée un peu tribalique. 85% des militaires sont de la même ethnie, 92% des officiers sont de la même ethnie, l'ethnie du chef de l'État, bien sûr. Et donc, à partir de ce moment, il y a eu des frustrations qui ont été accumulées pendant des années. Et je pense que ce qui se passe actuellement au Togo, c'est le déversement de ces frustrations, de ces colères par la population. Ils avaient plus les populations. Et à côté de ça, le social n'accompagne pas. Il y a eu une seule augmentation de salaire depuis que Faure Gnassingbé est là. Il est là depuis 12 ans. Une augmentation de 3% seulement. Le pouvoir d'achat donc reste relativement stable pendant que la cherté de la vie grimpe dans toute la sous-région. On a connu 2 crises économiques internationales depuis qu'il est là. Tout cela a impacté sur le panier de la ménagère. Donc les Togolais ont d'abord fait. On doit être l'un des pays les plus pauvres, après le Niger officiellement, dans la sous-région, mais dans la réalité, on est un pays mené par une précarité inadmissible. Je pense que c'est une colère qui se manifeste de cette manière. C'est d'ailleurs pour ça que la crise n'est pas contenue. Non seulement elle n'est pas menée par quelqu'un d'assez connu, Tipi Achadam, qui est le meneur, n'est pas quelqu'un qu'on connaît trop. Les Togolais voulaient juste quelqu'un derrière lequel se mobiliser pour crier leur ras-le-bol contre un système infernal qui les égrène depuis... Alors, l'opposition avance des chiffres de personnes qui sont tuées, matraquées, ce que le pouvoir On a une vingtaine de mois à peu près. On a enregistré au niveau de la presse locale et internationale au Togo une vingtaine de mois à peu près. L'opposition parle d'un peu plus, le pouvoir relativise en disant une dizaine. Non, on a à peu près une vingtaine de personnes qui sont décédées. On a plusieurs centaines de blessés. Les chiffres continuent d'être réhabilités parce qu'il y a, par exemple, dans la zone de Sokodé, qui est le bastion même de la contestation, il y a eu quelques dizaines de milliers de personnes qui se sont enfuies dans la brousse et qui ont été pour la plupart blessées. Et c'est maintenant qu'ils reviennent progressivement pour certains dans la ville pour être répertoriés. Et ce qui est curieux, ce matin par exemple, pendant que certains revenaient, ils ont été encore bastonnés par les policiers. Ce qui est sûr, la sauvagerie au niveau des forces de l'ordre au Togo, c'est une habitude depuis 50 ans. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à un régime qui est resté très impopulaire depuis et qui a pu s'imposer de cette manière avec l'arrogance et le mépris de toute humanité. Autant de violence entre manifestants et forces de l'ordre, eh bien, les Togolais réclament la limitation à 2 du nombre de mandats du président à la tête du pays. Mais entre-temps, il y a environ un mois, le gouvernement l'a reconnu et a dit n'avoir rien contre. Même introduit un projet de loi dans ce sens. C'est ça, le gouvernement demande un moratoire. Le gouvernement demande que qu'on lui laisse le temps de finir ce mandat. Et donc, ils prendront le temps d'analyser un peu. Il ne peut pas dire la chose exactement comme ça. Il faut être très malin. Ça fait 10 ans qu'il mène les gens en bateau et qu'il les enfarine tous. Donc, d'abord, ce n'est pas quelqu'un de crédible dans la parole qu'il donne. Il en a donné 1000 fois, il n'en respecte aucune. Vous y allez fort. En 2006, j'étais encore au Togo en 2006, il y a eu un accord politique global qui avait pris en compte l'intégralité des réformes qui ont été proposées par l'opposition et le pouvoir, sous la houlette de la communauté internationale, notamment l'Union européenne. 12 ans après, sur une centaine à peu près de réformes diverses, il n'a fait qu'une ou 2.
Et il a balancé tout le monde alors que c'était prévu que les réformes soient faites avant 2010. Et donc, il n'est pas crédible sur cela. Mais le grand problème au niveau des réformes, notamment de l'exigence de l'opposition, qui demande qu'il faut partir immédiatement, c'est que... J'allais en arriver là, parce qu'une chose est de demander au président de revoir la Constitution afin qu'on puisse limiter les mandats, mais c'est tout autre chose que de demander au président de partir immédiatement. Alors... Cela est dû au fait d'abord que Faure a déjà fait 2 mandats. Et avant qu'il n'arrive, il faut le rappeler, en 2005, il y avait une constitution, celle de 92, qui a été ovationnée par référendum à 92% des Togolais qui étaient en jeu. Et donc cette constitution a été modifiée en désordre dans la même journée une dizaine de fois pour permettre à Faure, qui n'avait pas encore 40 ans, d'être chef d'État, pour permettre à Faure, qui était ministre, de redevenir député et tout ça. Donc il y avait eu un simigri totalement inadmissible qui a été orchestré sur cette constitution, qui a été modifiée plusieurs fois. Et donc les Togolais exigent le retour à la constitution de 1992. Et cette constitution a une phrase qui dit « En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Si on garde cette phrase dans la constitution, ça veut dire quand même que Faure est déjà hors la loi, puisqu'il est en train de faire un 3e mandat, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Faure a enlevé cette phrase, et c'est ça qui fait que l'opposition est en colère. Et les informations qui circulent selon lesquelles Faure a accepté de partir en 2020 sont fausses. Faure ne veut pas partir. La preuve, c'est qu'il y a 2 jours, il a installé de façon unilatérale, dans l'arrogance la plus totale, une CENI. La CENI, c'est l'équivalent de la Sénat au Bénin. Donc l'institution qui est chargée d'organiser les élections, composée exclusivement et uniquement des membres de son parti. 12 personnes, tous des membres de son parti. Et il laisse 5% à l'opposition. Il dit, mais si l'opposition est d'accord, elle vient. Et elle propose 5 personnes, si elle n'est pas d'accord, on s'en fout. Donc on ne sent pas de remords de la part de quelqu'un comme ça qui est au pouvoir quand même de façon anarchique. Mais est-ce que c'est déjà pas une ouverture que de donner 5 postes quand même à l'opposition? C'est une manière pour l'opposition aussi d'avoir un œil sur ce qui se passe. Non, le problème est beaucoup plus profond que ça. Parce que dans la CENI passée, l'opposition avait un nombre de personnes assez proches du parti au pouvoir, mais au dernier moment, à force de vouloir faire tout en isolé, au niveau le président de la CENI, la CENI Défense était assez proche du pouvoir. Il a pris plein de décisions au sein de la CENI qui étaient totalement contraires à tout le règlement intérieur, à toutes les dispositions légales, et ça a fait que l'opposition a plus ou moins boudé à un moment donné. Et donc, l'opposition ne fait plus aucune confiance au pouvoir sur la question de la CENI pour faire quoi que ce soit. L'opposition fait une proposition qui est intéressante. L'opposition dit, au lieu d'avoir une CENI qui soit composée de... Parce qu'à l'heure actuelle, la CENI est composée officiellement de 5 membres du parti au pouvoir, de 5 membres de l'opposition, de la société civile. Et tous les membres de la société civile choisis sont presque tous proches du pouvoir et d'un membre de l'administration. Dans nos pays africains, un membre de l'administration, notamment un cadre d'un ministère, est relativement proche du pouvoir. Et donc, l'opposition voudrait que ce soit équitable à ce niveau-là et que la CENI soit sous la surveillance de la communauté internationale. On l'a déjà vu dans plusieurs pays. En Guinée et au Mali, on a déjà vu un général, étranger d'ailleurs, qui a dirigé une CENI, et cela n'a pas a permis de pouvoir sortir de crise, mais aussi de faire des élections plus transparentes. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Togo a déjà connu une dizaine d'élections présidentielles. Il y a eu des simagrées d'élections sur Yansingbe Adema. Il y a des élections plus ou moins raisonnables sur son fils, Faure Yansingbe. Et sur toutes les élections, il n'y a que eu des fraudes massives. Mais partout, on parle de fraude. Partout, dans tous les pays, on parle de fraude. C'est presque la norme. On a déjà vu des militaires transporter des urnes, des gens qui ont été tabassés. Les chiffres qui sortent dans les bureaux de vote sont tous presque contraires à ce qui est comptabilisé au niveau de la CENI. L'opposition, quand elle installe une structure d'informatisation des résultats, elle a souvent été tabassée. Et les ordinateurs, tout ça saisi. Donc, on est dans une situation assez typique et il faut en tenir compte pour savoir qu'on ne peut pas, l'opposition ne peut pas faire confiance à Faure Yansingbe dans le contexte actuel. Et on commence à noter quand même un bémol dans la fougue de la détermination de l'opposition de plus en plus. Il y en a déjà certains des ténors qui commencent à jouer à l'apaisement. Est-ce que cela ne dénote pas un peu déjà d'un début de recul? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut tenir compte du fait que, de façon inattendue, il y a eu une vingtaine de personnes qui sont mortes et c'est quand même des hommes. Et je pense que c'est une manière pour l'opposition aussi de montrer son humanité, son côté assez humain. Donc l'opposition, oui, son humanisme si vous voulez. Donc l'opposition dit qu'à partir du moment où il y a eu des morts, on va faire un peu attention. Mais l'opposition, il n'y a pas eu de recul, il n'y a pas eu même de bémol vraiment parce que l'opposition a reporté certaines marches. Mais il y a déjà 3 marches pour la semaine, non pour début novembre, il y a 3 marches dans la même semaine qui sont prévues. Et donc je pense que l'opposition reste déterminée. Et il y a un élément dont vous ne tenez pas compte assez, c'est qu'on n'a jamais eu une opposition aussi soudée dans une crise pareille. L'opposition togolaise, toute l'opposition réelle est ensemble
et pas d'une seule voix depuis fort longtemps. Mais le président Faure, ayant été démocratiquement réélu, demande que vous le laissiez, qu'on le laisse finir son mandat démocratiquement, hein, et ensuite on verra. Non, vous avez peut-être raison parce que vous posez le problème sous l'angle exclusif du juridisme, alors que le problème est devenu très politique. Donc, juridiquement, suspendre un président qui est en exercice de mandat peut paraître paradoxal. Mais dans le contexte togolais, c'est très politique. Il n'a jamais été élu d'élections transparentes. Il a toujours eu toute la Cour constitutionnelle qui valide les élections de son côté. C'est lui qui nomme tous les membres. Il a le contrôle total. C'est la même personne qui est là d'ailleurs depuis Mathusalem. Donc, je pense que c'est un contexte spécial. Et à partir de ce moment, pour que la paix puisse être garantie, il vaut mieux faire des concessions. J'ai été très heureux d'écouter la Gambie, à travers son ministre des Affaires étrangères, il y a quelques instants, qui a appelé au départ immédiat de Faure Gnassingbé. Ça veut dire quand même que l'Afrique commence pas à avoir des voix qui tournent dans le bon sens. Il y a eu sans doute d'autres médiations qui sont en cours et il y a des pressions qui montent. Mais dans le même temps, du côté de la France, par exemple, hein, la communauté internationale commence à hausser le ton, à intervenir pour dire allez au dialogue pour que cela ne déborde pas plus que cela ne l'est. La communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO et les Occidentaux, notamment la France, comme vous le dites, sur le cas du Togo, auront du mal à être crédibles. D'abord, l'Union africaine ne s'est montrée crédible nulle part. La CEDEAO a fait un excellent travail en Gambie, mais au Togo, ça va être très difficile parce que le président de la commission, il s'appelle, c'est un Béninois d'ailleurs, un compatriote, Marcel de Souza, il est le beau-frère direct de Faure Gnassingbé. Ça va être extrêmement compliqué. Ça n'empêche pas de voir, d'être objectif. C'est difficile. Quand je viens marier votre soeur, d'être très dur avec vous, je vais tenir compte de la famille. Il y a des propos que je ne peux pas tenir parce que le soir, ma femme ne me laisse pas tranquille à table. Alors, Savy Max Carmel, à quoi s'attendre les jours à venir? Est-ce que, on continue quand même le bras de fer? Est-ce qu'il y a un espoir que Faure démorde? Est-ce que, sinon, où est-ce qu'on Moi, je vais être optimiste en disant qu'il y a un espoir. Mais l'espoir, c'est que plusieurs autres chefs d'État de l'Afrique occidentale, je pense que Macky Sall a une position très proche de celle de la Gambie. Donc, plusieurs pays de la sous-région, notamment les plus démocratiques, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, commencent pas à mettre la pression et commencent pas à demander à Faure Gnassingbé de partir. Et donc, il y a la possibilité qu'il parte immédiatement. Ça ne gêne personne. Il a déjà fait 12 ans, il n'a pas fait grand-chose. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait un accord qui soit signé qui permette au Togo d'avoir un gouvernement de transition sur les 3 ans qui viennent, un gouvernement équitable entre opposants et mouvanciers, mais n'est pas un premier ministre de l'opposition et que ce gouvernement travaille à ce qu'en 2020, il y ait des élections transparentes au cours desquelles ni le Premier ministre ni Faure Gnassingbé ne sont candidats. Donc, il y a des issues. Maintenant, est-ce que Faure Gnassingbé veut rester embrigadé dans son palais? Il n'est pas allé au boulot depuis, il est embrigadé près dans son palais parce qu'il a du mal à traverser la ville est à feu à sang. Est-ce qu'il veut rester dans son palais jusqu'à ce que le pire n'arrive? Personne ne souhaite le pire. Tout le monde veut que les choses aillent mieux. Moi, j'ai toute ma famille au Togo. Tout le monde voudrait que ça aille mieux. Il y a des liens entre le Togo et tous les pays voisins. Nous tous, Béninois, prioritairement, nous voulons que la paix arrive très vite pour qu'on ne reçoive pas des réfugiés. Mais Faure Gnassingbé ne semble pas être dans cette logique et c'est ça qui va être déplorable et regrettable. Merci à vous, Savy Max Carmel. C'était un plaisir. Merci voilà, beaucoup. Je rappelle, nous recevons donc aujourd'hui Savy Max Carmel. Il est journaliste, il est enseignant de journalisme également. Nous parlions tantôt de la situation au Togo, de la crise politique et voir les voies et moyens pour le retour, l'espoir de retour d'une paix profonde au Togo. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.